Donc maintenant, on a le lemme suivant. Le faisceau constant Q sur X admet la résolution Q, N0 étoile Q, N1 étoile Q, etc. Et puis ça continue tant qu'il y a des xi non nuls. Alors, quels sont les... Voilà, donc, le terme général, c'est Ni étoile Q. Et là, ça va vers Ni plus 1 étoile Q. Alors, quelles sont les flèches? En fait, ces flèches sont des flèches simpliciales. Hein, donc, ce sont des flèches de bord. Donc, les flèches, je vais appeler ça delta I. Alors, il faut bien se rendre compte de la situation. Donc, on est là. Donc, ici, on est sur un point. Pour avoir quelque chose de non trivial, on est sur un point où il y a, quelque part au-dessus, il va y avoir I plus 2 branches. Voilà. Tout simplement pour être dans un point de X où il y a quelque chose dans le Xi plus 1. Et quand je regarde ce qui se passe du point de vue du Ni, donc là j'ai mon Xi comme ça, et puis là j'ai mon Xi plus 1. Et là, pour calculer ce qui se passe, je dois être en un point où j'ai une image non triviale. Bon, donc là, j'ai I plus 2 branches. Et ce que je peux faire, c'est pour chaque L, alors elles sont indicées, c'est ça, toujours avec tout ce qui est simplicial, il faut faire attention. On va indicer, on va choisir un ordre sur notre ensemble E, et ça va permettre de mettre des signes, sinon on ne va pas s'en tirer. Et donc là, c'est I plus 2 branches, ça correspond à un ensemble I de cardinal de I. Donc on va l'appeler I0 jusqu'à J0. Non, c'est pas bon. On va appeler L0 jusqu'à Li plus 1. Alors, donc je pense qu'il faut vraiment prendre l'ordre induit par l'ordre qu'on a choisi sur l'espace des sommets ici. Et puis, donc on va, pour tous ces ensembles, pour tous ces indices-là, pour chaque choix d'indice, je vais avoir, donc quel que soit L dans cet ensemble. Voilà, j'ai un I' qui est I moins L. Et ça va me donner une inclusion de XI dans, que je vais appeler JL, encore qu'il faudrait spécifier aussi les ensembles d'indices ici. Ça, donc XI vers XI'. Et les flèches qui sont là, les delta I, eh bien, donc, localement, c'est... je dis localement parce que pour définir la flèche, ici, j'ai dû spécifier les indices. C'est sigma sur L de moins 1 puissance L, JL étoile. Alors, une fois qu'on a ce lemme, les choses vont aller très très vite. Alors, ce que je voudrais faire, c'est expliquer comment je vois ça. Bon, c'est très facile de le faire à la main, l'existence de cette résolution, enfin le fait qu'elle soit une résolution.
ce que je voudrais faire, c'est donner une sorte d'interprétation géométrique. Alors, associé à cet ensemble, plutôt ce X avec cette espèce de structure simpliciale, une union de composantes qui se rencontrent suivant des intersections successives. Donc, ce qu'on a envie d'écrire sous la forme X point. Alors, ce qui va être important, bien sûr, c'est de connaître exactement les I pour lesquels le XI est non vide. Et ça va définir un complexe simplicial. Donc on appelle le graphe dual. Gamma. Et ça consiste à... les sommets, ça va être notre ensemble ici, E. J'aurais peut-être dû l'appeler S pour dire que c'est l'ensemble des sommets. Et puis, notre ensemble de simplicial, il est défini par le choix d'un certain nombre de sous-ensembles dans ce E. Et on va mettre, les simplexes qu'on va mettre, ce sera uniquement les I tels que XI n'est pas vide. Alors, maintenant, associé à ces données simpliciales, on peut construire... ce que j'appelle les données simpliciales, c'est le fait que mon X est obtenu en recollant des morceaux comme ça, suivant leurs intersections. Et la combinatoire est donnée exactement par le graphe dual. Et donc, on a deux choses. On a quelque chose que je vais appeler R de X point, qui ne va pas être une variété algébrique, mais qui est un objet de la topologie. C'est la réalisation de ce X point que je vois comme une sorte de variété simpliciale. Et qui consiste à faire quoi? Donc je vais prendre l'union sur tous les I de xi croix donc delta I, le simplex construit sur les faces, les sommets indicés par I, avec les identifications disant que xi croix delta J est identifié, est recollé naturellement via les inclusions à xj croix delta I, chaque fois que lorsque delta J est une face de xi. Alors, vous voyez, quand le delta J est une face de xi, est une face de delta I, non. Ça veut dire que exactement que le xi, donc le delta I c'est un simplex plus grand, et le xi correspondant, il est plus petit, il est défini comme l'intersection de plus de composantes. Et donc le xi va être naturellement contenu dans xj chaque fois que le delta I est contenu dans le delta J. Et c'est ça qui va me donner les identifications. Alors l'espace qu'on obtient, il est naturellement, c'est un espace topologique au-dessus de X. Très simple, hein, vous oubliez tout simplement toute la partie simpliciale. Contractez vos simplexes sur un point. Et
Donc on a ça, et ça, c'est très facile de voir que c'est une équivalence d'homotopie. Mais par ailleurs, il y a un autre objet qui est purement combinatoire. Qui est la réalisation du graphe dual. Donc là, on a le graphe dual, c'est un complexe simplicial. Et le complexe simplicial, c'est le R de gamma point, donc c'est la réalisation de gamma point. Donc c'est exactement la même chose que là, sauf qu'il n'y a plus les xi, vous remplacez les xi par juste un point abstrait, quoi. Et donc ce truc-là, c'est R de gamma point. C'est l'union des delta i pour seulement les i, bien sûr, qui apparaissent dans le complexe simplicial. Là. Donc, ça correspond exactement aux i tels que l'intersection xi soit non vide. Et là, les recollements se font par les relations de face. Alors maintenant, c'est assez clair par la définition qui est ici qu'on a une application continue. De R de x point vers R de gamma point. C'est l'application continue qui envoie chaque xi sur le point pi qui correspond à la face. Et donc voilà, on a cette application continue. Et alors je dis que ça permet assez bien d'interpréter cette résolution. Bien entendu, vous voyez bien que cette résolution est complètement combinatoire. Elle ne voit absolument pas la structure fine de X comme variété algébrique, elle la voit juste comme ensemble qui est donné en recollant de différents xi selon certaines règles. Et donc, en fait, cette résolution, on peut la comprendre de la manière suivante. Elle vient... Donc, en fait, c'est le tiré en arrière d'une résolution semblable, que je vais appeler résolution simpliciale, du faisceau constant sur R de gamma point. Qu'est-ce que c'est que cette résolution simpliciale ? Eh bien, donc, quand vous avez un complexe simplicial, vous pouvez calculer sa cohomologie à l'aide du complexe simplicial. Donc, vous prenez donc, vous linéarisez les données de votre complexe. Donc ça vous donne un complexe dont la cohomologie, qui est canonique, et dont la cohomologie va calculer la cohomologie de votre complexe. Maintenant, vous allez faire ça. Maintenant, localement, votre réalisation R de gamma point, c'est un complexe simplicial. Lorsque vous localisez la construction du complexe simplicial, vous la localisez au sens de la théorie des faisceaux, ce que vous allez obtenir, c'est exactement cette résolution. Et la raison pour laquelle c'est une résolution, c'est le fait que localement, notre complexe simplicial, il est contractile. Donc, la situation locale
si je me restreins à des ouverts contractiles comme ça, ça va me donner une résolution exacte. Ce que je veux dire, c'est que ça, si je prenais ça globalement, si je prenais les sections globales de cette chose-là, ça me donnerait le complexe simplicial de mon gamma point. Sa cohomologie, ce serait la cohomologie du R de gamma point, ou cohomologie simpliciale. Si je fais cette opération localement en oubliant ce qui se passe loin, là où il y a de la cohomologie, là, ce que j'obtiens, c'est quelque chose qui n'a plus de cohomologie, donc en fait une résolution de... Alors, bon, ça vous donne en fait une démonstration du lemme, à condition de comprendre cette identification. Et maintenant, ça va aussi, à l'aide de ce lemme, on va voir tout de suite d'où viennent la filtration par le pot et la filtration de Hodge. Et ce qu'on va voir immédiatement, c'est que la filtration par le pot, c'est essentiellement la filtration de Leray pour cette application. Le A des changements d'indice, c'est pas indicé par les mêmes nombres, mais c'est... Donc, on veut construire une structure de Hodge mixte. Donc, filtration par le poids. Eh bien, donc, on a cette résolution comme ça. Donc, ça nous dit que HK de XQ, c'est la même chose que l'hypercohomologie de X à valeur dans ce complexe-là, qui est une résolution de Q. Et là-dessus, on va mettre la filtration. Alors, je l'appelle W' parce que c'est pas bon, donc on va mettre égal de filtration, donc par cette filtration naïve qu'on a déjà rencontrée dans d'autres contextes, qui consiste à tronquer donc le W', ce sera vous allez tronquer votre complexe en faisant commencer à partir du degré I. Donc, voilà, donc c'est N W. Et donc, voilà, ça donne alors, j'ai mis un prime parce que ça, c'est une filtration décroissante. Alors qu'à la fin, on veut une filtration croissante. Et donc, essentiellement, le WI, ça sera le W' moins I. Et il faut encore, pour obtenir toutes les propriétés qu'on a dites, il faut mettre encore un décalage. Mais là, je ne veux pas... Mais donc, ce qui est très important dans cette histoire, c'est que notre filtration, elle est construite comme ça. Et du coup, grâce à cette interprétation ici, de cette résolution à l'aide de cette application continue, ce qu'on voit, c'est que la filtration induite... donc, c'est une filtration décroissante W', donc induite sur. Donc, c'est l'aboutissement de cette filtration sur le complexe ici.
En fait, c'est la même chose que l'infiltration de Leray associée à cette application. Associé à, alors je ne sais plus si je lui ai donné un nom, je ne sais pas, voilà. Donc, alors maintenant on a la filtration par le poids, moyennant ici, enfin, je vais dire tripoter un peu les indices. Maintenant, d'où vient l'infiltration de Hodge? Là, encore une fois, la définition n'est pas très difficile. Eh bien, on va mettre un peu plus de structure sur cette résolution. Donc, maintenant, on passe à coefficient complexe. Donc, ça va nous donner 0, C, N0 étoile C, etc. Donc, c'est notre résolution simpliciale. Et maintenant, il ne faut pas oublier que ça, c'est poussé. Les NI, ça vient de... Ici, on a des variétés projectives lisses. D'accord. Ici, on a des applications finies, comme ça. Et donc, les NI, maintenant, sur chacun des XI, on a la résolution de rames holomorphes. C'était celle-ci qui avait permis de construire la filtration de Hodge sur la cohomologie de XI à coefficient densé, en prenant les tronqués, les filtrations naïves sur les complexes de deux rames holomorphes. Et donc, comme ces applications-là sont finies, on va simplement pousser les résolutions de deux rames holomorphes par les NI. Donc ça va nous donner donc, N0 étoile O. Alors donc je vais retirer ça comme ça. N0 étoile oméga x0. Etc. Donc on va avoir un complexe double en mettant verticalement les résolutions de deux rames. Donc pareil, ici je vais avoir N1 étoile OX1. Etc., etc. Donc j'ai mon complexe de deux rames, tout est parfaitement fonctoriel. Et donc finalement, on va passer à ce complexe double. Et là, la filtration de Hodge c'est comme toujours, c'est la filtration de Hodge. Ça consiste à mettre le FP. Ici, ça va consister à mettre les oméga P partout. D'accord. Donc, peut-être pas la peine que je précise plus. Donc, c'est induite par les filtrations de Hodge sur les oméga XI descendu comme ça. Là, donc après, on prend l'hypercohomologie de ce complexe et on va avoir une filtration de Hodge induite. Alors maintenant, il reste à expliquer. On les a, les filtrations. On a la filtration de Hodge et on a la filtration par le poids. Et il reste à comprendre pourquoi ce qu'on obtient, c'est bien une structure de Hodge mixte. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire cet exemple-là, parce que je pense qu'on va voir très bien ce qui se passe. Donc on va
là, je reviens maintenant à l'aspect purement combinatoire et topologique. On va calculer le début de la spectrale associée à cette résolution. J'ai vu que à cette filtration. Donc la filtration, elle est là. Et donc là, on fait la fin de la démonstration. On a construit les filtrations. On veut montrer que ça satisfait les bonnes propriétés. Alors, donc on va calculer le début de la spectrale associé à la filtration N comme ça, donc par ces tronqués. Alors, c'est très simple, hein, le terme E1 PQ, c'est HQ de XP. Le terme E1PQ, ça consiste à prendre dans cette histoire le gradué, donc le gradué à l'ordre P, et le gradué à l'ordre P, c'est exactement le NP étoile. Alors évidemment, quand je dis ça, on va prendre des résolutions acycliques de ces machins-là. Hein, et donc le gradué de degré P, ça sera exactement le NP étoile, et quand on calcule la cohomologie du NP étoile, c'est exactement la cohomologie du XP. Voilà. Donc le E1PQ, c'est HQ de XP. Alors, après, il faut se souvenir comment ces flèches étaient définies. Mais une fois qu'on s'en souvient, c'était la somme alternée des applications d'inclusion des XI plus 1 dans les XI. Et donc le D1, il va envoyer le E1PQ vers E1P plus 1Q. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est HQ de XP vers HQ de XP plus 1. Et simplement, de la manière dont j'avais défini ces flèches-là, c'est la somme alternée. Alors, il faudrait se souvenir de ce que j'avais dit avec les différentes branches, les inclusions des différentes... Mais il ne faut pas oublier que ce XP, c'est une union disjointe de XI. Ici, ça c'est une union disjointe de XJ. Là, pour le cardinal, c'est P plus 1. Et là, le cardinal, c'est P plus 2. Les XJ sont contenus dans différentes flèches d'inclusion. Ça. Ici, donc déterminé par un choix de L. Donc je ne dis pas de bêtises, c'est bien, c'est P plus 2. Donc voilà. C'est le cardinal P plus 1, c'est le cardinal P plus 2. Et donc chaque fois qu'on se donne un L dans J, on obtient cette inclusion-là. Et les flèches ici, exactement comme ce qui avait été fait localement. Donc on va appeler ça, donc ça c'est D1. D1, oui, enfin, donc la partie de ce D1, donc ça c'est une somme directe, et la partie de ce D1 qui correspond à la cohomologie de XI et la cohomologie de XJ, c'est sigma pour L dans J de moins 1 puissance L, JL étoile. Ce qui ressort de ce calcul, c'est que les morphismes, donc les différentes flèches D1, D1PQ si vous voulez, sont des morphismes de Sweet-Hudson. Et donc, on en déduit que les termes E2, qui sont QRD1 sur IMD1, alors évidemment c'est le 2PQ, là c'est le D1PQ qui apparaît là, admet surtout de Hodge. Alors si
cette structure de Hodge, si on regarde tout ce qu'on a fait jusqu'ici, en fait, elle est vraiment induite par la filtration de Hodge qu'on a mise sur ce complexe. Et la fin de la démonstration, c'est eh bien, quelque chose d'assez fondamental qui est que l'acide spectral associé à la filtration. Donc, c'est la filtration que j'ai définie ici, là, donc, dégénère en E2. Alors, comme je voulais faire marquer, en fait, cette suite spectrale, à partir de E2, c'est la suite spectrale de Leray de cette application qui est peut-être déjà disparue, que j'ai notée gamma, là, qui est un peu mystérieuse, parce qu'évidemment, on est complètement sorti du cadre de la géométrie algébrique. Donc, cet énoncé, il dit aussi que la suite spectrale de Leray de cette application gamma dégénère en E2. Alors, ça, c'est très agréable. Alors, je vais juste vous montrer que le D2 est nul, et après, bon, on se convainc qu'une fois que le D2 est nul, on fait le même genre d'argument pour les flèches DI pour I supérieur ou égal à 2. Et alors, d'où ça vient? Alors, c'est assez remarquable parce que c'est une conséquence du lemme des débars. Alors, démonstration ou esquisse de démonstration. Eh bien, donc, on veut calculer ce D2. Alors, bon, pour ça, et bien sûr, là, il faut quand même retrousser ses manches et vraiment prendre des complexes. On ne peut pas rester des complexes, des résolutions acycliques pour calculer les flèches supérieures. On ne peut pas rester comme ça, simplement, au niveau de complexes abstraits. Et une résolution, la résolution la plus simple, c'est la résolution de 2 rames. Donc, calcul de D2. Donc, on va faire ça en 2 rames. On ne perd rien parce que l'énoncé est pour la cohomologie à coefficient dans Q, on plonge la cohomologie à coefficient dans R, et si ça dégénère coefficient dans R, ça dégénérera déjà un coefficient dans Q. D'ailleurs, il ne faut surtout pas faire des coefficients entiers dans toute cette histoire. Les énoncés de dégénérescence ne sont pas vrais à coefficient entier. Alors, c'est quoi le calcul de D2? Donc, on prend une classe alpha dans E1 PQ. Donc, ça veut dire que on a dit que c'était KR D1 sur IM D1. Pardon, non, c'est pas du tout ça que je vais dire. Oui, je me suis trompé. Oui, alors je dis une bêtise. C'est le D0 qui était. Ah oui, non, c'est ça, c'est le E2PQ, pardon. On est dans le E2PQ, et maintenant c'est le D2 dont je vais montrer qu'il est nul. Alors donc, ça veut dire que j'ai une classe de cohomologie, donc alpha est dans un HQ de XP, et sigma de moins 1 puissance L JL étoile alpha s'annule dans le HQ de XP plus 1. Alors là, je suis un peu vague, il faudrait préciser dans quelle strate exactement je me trouve. Ça, c'est pas très important.
Alors maintenant, je représente alpha par une forme fermée. Puisque là, donc je fais la cohomologie de Rham sur cette variété. Ce que me dit ceci, si je calcule ces flèches en cohomologie de Rham, c'est que sigma de moins 1 puissance L, JL étoile alpha tilde est une forme exacte sur xp plus 1. Donc, je vais l'écrire sous la forme d bêta. Et le d2 alpha, eh bien, il sera obtenu en appliquant la différentielle combinatoire. Alors, maintenant, ça va être sigma de moins 1 puissance L. Alors, maintenant, on est pour L égale 0, probablement à P plus 2, de moins 1 puissance L. Donc, on applique la différentielle combinatoire à ce bêta, et on s'aperçoit que ça donne une forme fermée sur xp plus 2, et la classe de cette forme alors maintenant on est dans que je ne dise pas de bêtises. Donc, classe de cette forme dans HQ moins 1 de xp plus 2. À coefficient dans R. Et donc, maintenant, la remarque, c'est que comme la cohomologie qu'on regarde, c'est de la cohomologie de variété projective lisse, là, il y a des structures de Hodge là-dessus. Les morphismes qu'on a sont des morphismes de structure de Hodge. Donc, on peut supposer que, donc on décompose composante par composante, en utilisant la décomposition de Hodge là-dessus, que alpha est de type mettons RS, d'accord, c'est le type de Hodge, donc P plus, R plus S égale Q. Et donc représenté par alpha tilde, qui est une forme fermée de type RS sur XP. Et du coup, maintenant, le moins 1 puissance L, JL étoile alpha tilde, c'est une forme qui est de type RS sur XP plus 1 et en même temps est exacte. Donc du coup, le lemme des débars est exact sur XP plus 1. Donc, le lemme des débars me dit que je l'appelais bêta. Donc le lemme des débats me dit que bêta est égal à delta delta bar d'une forme pardon, c'est pas bêta, non, c'est alpha, c'est plutôt ce. Oui, alors attendez, j'avais déjà pris une primitive. Où est-ce qu'il est apparu, le bêta? Voilà, il est là. Bon. Alors, cette forme-là qu'on va plutôt appeler bêta prime, voilà. Et alors là, je ne vais pas l'appeler bêta, on va l'appeler comme ça. Ou, si vous préférez, on peut prendre bêta égale delta bar gamma. Et du coup, le D2 alpha donc D2 alpha est représenté par une forme delta bar exacte.
delta bar exact, à savoir sigma de delta bar de sigma de moins 1 puissance L, L étoile de ce gamin. Et la conclusion, ça c'est encore une des directions du lemme des débars. D'accord. Elle est représentée delta bar exact et D fermé, bien sûr. Et donc elle est D exacte, et donc on a bien montré que notre D2 est nul en cohomologie. Voilà, donc là, mince, je crois qu'il est trop tard pour faire une pause. Donc ça vous montre, je pense, la nature des arguments. Il y a quand même ce lemme des débats qui est relativement incontournable pour montrer la dégénérescence de cette subspectrale. Alors ce que je voulais faire maintenant, c'est terminer par, bon là, on a montré l'existence de cette structure de Hodge mixte, et je voudrais montrer en quoi la catégorie des structures de Hodge mixte est particulièrement agréable. Et donc, ça va être des résultats qui vont être utilisés à des fins géométriques dans les semaines qui suivent. Donc, il y a le théorème de deux lignes. Alors, deux lignes, appelle ça un lemme. Effectivement, c'est un lemme, mais les applications sont vraiment très importantes. Donc, c'est une généralité sur les structures de Hodge mixtes. Donc, soit H, W, F, une structure de Hodge mixte. Alors, il existe une décomposition canonique alors, elle n'est pas, elle est vraiment sur HC. Elle ne satisfait même pas la symétrie de Hodge. HC égale plus sur PQ de HPQ. Alors là, je ne spécifie pas parce que les P plus Q, à la différence des structures de Hodge, P plus Q va prendre différentes valeurs. Ça va être justement ces différentes valeurs, ça va être tous les poids possibles qui interviennent dans la structure de Hodge mixte. Avec alors eh bien, on retrouve à l'aide de cette double décomposition de bigraduation les W et le F comme WLHC égale plus pour P plus Q inférieur ou égal à L. Donc on met tout ce qui est en poids plus petit que L, le poids étant la somme de P et Q, comme ça. Et là, pour la filtration de Hodge, on a la même formule qu'auparavant, FPHC égale plus pour R supérieur égal à P de HRS. Alors, ce qu'on peut ajouter, c'est que le lien entre cette décomposition et la décomposition de Hodge est le suivant. C'est que, en fait, cette décomposition, elle induit la décomposition de Hodge sur chaque gradué. Donc, en fait, on peut le dire comme ça. HPQ est isomorphe au HPQ, au sens des structures de Hodge, de la structure de Hodge sur GRW P plus Q H. Bon, là, je mets H. Ce truc-là, c'est défini coefficient. Et donc, ça veut dire que cette décomposition-là, si je prends seulement les termes qui sont
dans le WL, et si je regarde modulo le WL-1, ça me donne la décomposition de Hodge que j'ai sur le H, sur le greux de greux P plus Q pour W. Alors, la formule est assez coton. Je vous donne la formule et je vais vous la montrer dans un seul cas, qui est assez sympathique. Alors, Deligne ne donne pas une seule formule, il donne différentes formules qui dépendent d'un paramètre. Je vous en donne, j'en choisis une et on s'en tient là. Donc, la formule de Deligne est la suivante. Donc, on définit HPQ. Alors, évidemment, on a envie de faire comme on a fait avant, comme étant le FPH intersecté avec. Alors, donc, bon, comme on est dans. On veut que le HPQ soit contenu dans WL, donc c'est naturel de faire ça. WLC, bien sûr. Et puis, si c'était une structure de Hodge, eh bien, on mettrait ici le FQ bar. Voilà. Bon, malheureusement, ça ne marche pas, c'est trop petit. Et donc, alors, j'ai peur de ne pas dire de bêtises. Alors après, donc, Deligne ajoute. Alors, est-ce qu'il faut mettre le terme là? Ah oui, non, je pense qu'il faut mettre ça. Plus, et alors là, on fait une somme sigma pour I, alors au moins 2. Et là, il faut mettre FQ plus 1 moins I bar intersecté avec WL moins I. Bon, alors cette partie est assez désagréable, donc je vais vous faire le cas où on ne voit pas ce terme, c'est-à-dire le cas où il n'y a pas de WL-2. D'accord? Donc, pardon. Là, en fait, toute cette formule, on est à l'intérieur de WL. Quand on a une structure de Hodge mixte, si on prend le WL, c'est toute la partie qui est avant L, ça donne une sous-structure de Hodge mixte. Et là, quand je fais cette décomposition, elle ne dépend que de ce qui se passe dans le WL. Oui, bien entendu, oui, tu as raison. Bien sûr, excuse-moi. Absolument. Alors, donc je vais vous expliquer. Donc, on va faire le cas où donc on regarde WL, WLH qu'on peut supposer égal à H, hein, puisque tous ces termes-là, ils sont tous dans le WL. Et on va faire le cas où donc, WL-2 égale 0. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a on n'a pas une structure de Hodge parce qu'il y a deux morceaux, donc ça veut dire qu'il va y avoir deux poids possibles, L-1 et L. D'accord? Alors, pour le L-1, c'est très simple, on a une structure de Hodge, et là, la formule, c'est juste la formule que j'avais donnée pour la structure de Hodge de poids L-1. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est le cas où on prend ce qui se passe en poids L. D'accord? Et donc, pour montrer notre formule, il suffit de montrer que si je définis HPQ de cette manière, alors là je vous dis, je me suis placé dans un cas où ce terme-là disparaît. Donc maintenant c'est FP intersecté avec WL intersecté avec. Donc là je n'ai pas besoin de mettre WL, je vais mettre FP inter FQ bar. Donc avec P plus Q égale L, je veux voir que ça,
s'envoie isomorphiquement sur le HPQ du gradué GRW H, GRLWH, donc qui est notre WL H sur WL-1H. Si j'ai ça, ça me dira bien que la décomposition de Hodge sur ce gradué me permet de décomposer, remonte en une décomposition sur le WLH. Or, maintenant, si je prends un alpha donc dans HPQ de GRWL, donc c'est P plus Q, hein. Alors, je peux remonter elle se relève. Alors maintenant, ce truc-là, c'est H sur WL-1H. Donc, ça se relève dans FPH avec, bien sûr, d'autres choix possibles qui dépendent du WL-1H. Donc, j'ai un relèvement dans FPH. Et puis, il y a un relèvement alpha 2 dans FQ bar. Non H. Et ces relèvements. Alors, le problème, c'est que je veux relever dans l'intersection. Et en général, on n'a pas forcément alpha 1 égale alpha 2. Mais la différence des deux relèvements, les deux sont un relèvement de alpha, la différence des deux relèvements, c'est forcément dans WL-1H. Et maintenant, c'est fini parce que pour avoir cette identification, il suffit de montrer que je peux m'arranger pour que mes deux relèvements soient égaux. Donc, j'ai besoin de... On veut alpha 1 égale alpha 2 pour avoir ce relèvement ici. Plutôt ici. Et donc, c'est très simple parce qu'on a quelque chose qui est dans WL-1H, qui a une structure de Hodge de poids P plus Q-1. Et donc, je sais que FP WL-1H plus FQ bar de WL-1H. Ça, c'est. Alors, il faut mettre un C. Ça, c'est WL-1HC. Et ça, c'est parce qu'on a une structure de Hodge de poids L-1. Et donc, les filtrations, enfin, FP et FQ bar sont opposés. Et donc, on a ça, et du coup, le alpha 1 moins alpha 2 s'écrit comme alpha prime 1 moins alpha prime 2, avec alpha prime 1 là-dedans et alpha prime 2 là-dedans. Et du coup, si je fais alpha 1 moins alpha prime 1, c'est égal à alpha 2 moins alpha prime 2, et ça me donne mon relèvement. Donc, j'appelle ça bêta. Eh bien, le bêta, il est dans le FP inter FQ bar, et il s'envoie sur le alpha. Voilà, donc là, oui, alors donc tout ça était très très formel. Je vais peut-être expliquer tout de suite. On fait beaucoup d'algèbre linéaire, mais les applications géométriques sont majeures. Et le corollaire, c'est... alors, je l'énonce comme un corollaire parce que c'est un corollaire, mais en fait, c'est un fait fondamental. C'est les morphismes de structure de Hodge mixte sont stricts pour les deux filtrations. Ce qui veut dire que
Donc là, je suppose que ce sont des morphismes qui préservent les poids. Hein, s'il y a un décalage, il faut changer ce qu'il faut changer. Et donc, c'est-à-dire, donc je me donne phi HWF vers H'W'F', mettons préservant les poids. Alors j'ai im phi intersecté avec WL H' égale phi de WL H. Si on est là-dedans et qu'on est dans l'image, eh bien on est déjà dans l'image de cette partie de poids L. Et pareil pour la filtration de Hodge, là ça correspond à quelque chose qu'on avait déjà vu dans le cas simplement des morphismes de structure de Hodge. Im phi intersecté avec FP H'C égale phi de FPHC. Et là, la preuve est complètement immédiate, c'est parce que vous écrivez, alors là, j'aurais dû dire canonique et fonctoriel. Donc, ça veut dire que c'est compatible au morphisme. C'est clair d'après la formule qui est explicite ici. Et donc, bon, bah, le corollaire, il est très simple parce que je prends un alpha qui est dans WLH', hein, et je sais que alpha est égal à un phi de bêta. Hein, et je veux voir que je peux choisir mon bêta dans WLH. Mais j'écris bêta, je fais la décomposition de lignes pour bêta. Alors a priori, la décomposition de lignes, je ne sais pas, il y a peut-être tous les poids qui interviennent, mais je fais phi de bêta, et ça, je sais que c'est dans WLH'. Donc, c'est sigma de phi de bêta BQ, mais c'est dans WLH', et comme ça, c'est la décomposition de lignes on tombe dans la décomposition de lignes pour H', et j'en déduis que les phi de bêta PQ sont nuls pour P plus Q supérieur à L. Et du coup, je trouve que alpha est égal à phi de sigma pour P plus Q inférieur ou égal à L de bêta PQ. Et maintenant, ce truc-là, c'est dans WL H. Alors là, je triche un petit peu. C'est pas a priori, là, je suis à coefficient rationnel. Et ici, à la fin, je tombe dans... Puisque j'ai utilisé la décomposition de ligne qui n'est même pas... Enfin, qui est pas, elle préserve pas, elle n'est pas compatible avec la conjugaison complexe, par exemple. Mais en fait, c'est très facile de voir qu'une fois que j'ai une classe à coefficient rationnel qui est l'image de phi de WLHC, enfin, qui est dans phi de WLHC, alors elle est aussi dans phi de WLH. Voilà. Donc, même chose pour la filtration de Hodge. Donc là, après, donc le but, c'est d'utiliser tout ce matériau pour revenir à la géométrie et dire des choses pertinentes sur la cohomologie, en particulier des variétés algébriques lisses. Voilà. On va arrêter pour aujourd'hui.